ben, Fabien Lefebvre, sculpteur. Alors, j'aime bien le mot sculpteur parce que c'est pas, ça peut être un sculpteur, tailleur de pierre, sculpteur. Il n'y a pas un préjugé artiste, quoi. Autrement dit, peintre, artiste peintre, mais sculpteur, j'aime bien parce qu'il y a le côté, voilà, le côté taillé, machin, qui préjuge pas de la qualité artistique de l'auteur. Donc je suis là dans mon lieu à Granville-le-Bazar, que j'ai ouvert il y a 33 ans maintenant, et où j'accumule toutes mes productions, parce que je suis assez productif. Donc, Fabien Lefebvre, il y a plusieurs jeux de mots, enfin plusieurs correspondances. Parce qu'il y a Faber, artisan, Lefebvre, Faber, Fèvre, là il y a une revue spécialisée dans le métal qui s'appelle Fèvre, Orfèvre, le travail du métal. Donc il y a tout ça. Moi j'adore fabriquer, alors créer peut-être, mais fabriquer en tous les cas. Fabriquer de mes mains. Et par un hasard le plus complet, ce lieu était autrefois une forge. Donc voilà, c'est un hasard, hein. Il y a encore un soufflet de forge dans le double plafond, voilà, c'était un forgeron. Et voilà mon lieu où j'accumule mes productions, donc diverses et variées, puisque je travaille essentiellement sur la récupération, bien sûr étant normand, par radinerie, par pingrerie. Je n'achète pas de matériel spécifique des beaux-arts pour mes créations, mais je récupère, on me donne, je chine à droite à gauche, sur les trottoirs, dans les bennes, sur le port, à la plage. Donc les récupérations sont terrain de jeu et matière à fabriquer, à bidouiller, des assemblages, parce que j'aime bien aussi le mot assemblage. L'assemblage, il y a quelque chose de surréaliste, et qu'on met deux objets qui n'ont rien à voir ensemble, ça provoque parfois des chocs intéressants. Donc voilà un peu mon univers. Le lien avec le monde de l'art est un peu complexe parce que j'ai toujours voulu faire de la sculpture, même jeune. Et par contre, j'ai toujours eu la haine des maîtres, des gourous et de l'enseignement magistral. Je me souviens quand j'étais jeune à Saint-Lô, il y avait un sculpteur, Étienne Rebuffet, qui m'impressionnait. C'était un costaud, barbu, l'archétype du sculpteur classique, quoi, qui avait déjà une bonne réputation, qui avait sculpté des monuments à Saint-Lô. Il y avait des sculptures renommées un peu dans toute la région, voire ailleurs. Et je connaissais un de ses fils, et ce gars-là m'avait proposé d'être pas son esclave, mais son larbin. Non, enfin, il ne présentait pas ça comme ça, mais il m'a dit, si tu veux, tu travailles avec moi, et puis comme ça, tu vas rentrer dans le machin. Mais en fait, j'étais tellement traumatisé et impressionné par ce personnage qui me faisait peur en même temps. C'était un peu comme l'image du Père ou l'image de Dieu, du Dieu terrible. J'en rêvais la nuit, mais voilà. Donc j'ai décliné cette proposition et en fait j'ai décidé de n'en faire qu'à ma tête. Donc c'est un peu prétentieux, irresponsable, mais voilà, c'était. Donc j'ai commencé à sculpter du bois, des trucs, des machins, en autodidacte. Et essayer de créer des choses en ne connaissant rien du tout, ou très peu de choses du monde de l'art, de l'histoire de l'art. Donc voilà, je me suis lancé là-dedans
Alors, il faut dire que c'était quand même une époque un peu privilégiée parce que c'était 68, 70. Il y avait un vent de liberté, un vent de créativité. Et on voulait aussi s'affranchir du vieux monde néoclassique, du monde patriarcal, de la hiérarchie, des valeurs, machin. Mon rebuffet, il y avait des trucs néoclassiques avec beaucoup de références mythologiques, tout ça, ça me faisait chier. Donc voilà comment j'ai commencé. Alors essentiellement le travail du bois, parce que j'avais travaillé chez un ébéniste quelques mois, ce qui m'avait donné vraiment comment dire, du monde du travail, du monde servile du travail, parce que c'était 10 heures par jour, sans une seconde de répit, parce que chaque heure payée par le patron, ça lui arrachait un cri de désespoir. Donc j'ai appris beaucoup de choses dans le domaine du bois, de la fabrication des meubles, des copies d'anciens, mais ça m'a rapidement gavé parce que c'était vraiment un boulot à la con, intéressant, mais où la créativité n'avait pas de place. Donc je suis parti à la campagne, restaurer des baraques avec ma femme, restaurer des ruines et parallèlement au boulot de maçon, charpentier, couvreur, là je faisais tout. Je sculptais le bois et j'avais trouvé la combine, c'est-à-dire que je faisais de l'artisanat d'art. C'était à l'époque les jouets en bois, des objets en bois, et là-dedans il y avait des sculptures, il y avait en même temps de l'artisanat et de l'art. Voilà comment je suis rentré dans le truc. Alors la prétention d'être un artiste, là j'essaie d'éviter, même si je me sens des affinités artistiques. Et à l'autre extrémité, l'artisanat. Alors j'aime bien la modestie du mot, la capacité de faire des choses avec ses mains. Par contre, l'artisanat tel qu'il est pratiqué en entreprise, entre autres, c'est un peu contraignant. Moi, je ne suis pas prêt à au boulot de larbin, 8 heures par jour, se faire engueuler par un patron pour faire des choses. Parce que souvent, en menuiserie, par exemple, en ébénisterie, les gens s'imaginent que c'est des travaux merveilleux, mais bien souvent, il y a des boulots de merde à la chaîne, sur machine. Le boulot de machine, c'est bruyant, dangereux, c'est un boulot de robot, c'est pas très intéressant. Alors oui, disons que je serais à ce moment-là dans un no man's land entre l'art et l'artisanat. Voilà, c'est peut-être, puisqu'on avait parlé de ces espaces un peu marginaux, ça pourrait être quelque chose comme ça, entre ces deux extrêmes. Donc voilà un peu ma position actuelle. Je suis natif d'un petit bled à côté, à 15 bornes d'ici. Et Granville, quand j'étais gamin, c'était pour moi la ville, comme certains rêvent de Paris, de New York. Granville, c'était la ville. Je venais souvent faire mes courses à Granville avec mes parents. Ma grand-mère avait une maison près du Jardin Dior. Granville, c'était la ville, c'était Christian Dior. Il y avait déjà des défilés de mode. Le Paris-Granville, il y avait plein de Parisiens. Quand le rock'n'roll a explosé, c'est les Parisiens qui nous amenaient les 45 tours des Stones, des Beatles. Et Granville, j'avais à l'Institut Notre-Dame d'Avranches où j'étais incarcéré pendant 6 ans, j'avais des copains granvillais qui étaient délurés, un peu frondeurs, un peu grande gueule. Donc Patrick Cany, qui est devenu musicien après. Et moi, petit pecno de Sérance, j'aurais bien voulu être Granvillais, j'aurais bien voulu... Et donc, un jour, longtemps après, je suis devenu Granvillais
Enfin, devenu Grandvillais, oui, parce qu'on... Non, c'est impossible, on ne peut pas devenir Grandvillais. Pour être Grandvillais, il faut être né dans la Haute-Ville, machin, sinon on peut se rapprocher du Grandvillais, mais... donc voilà. Donc Grandville, c'est un terrain de jeu et c'est en même temps un espèce de challenge. Quand je suis arrivé, les artistes grandvillais, même si j'étais présenté, ils m'ignoraient. J'étais un concurrent ou j'étais un zombie, j'étais pas Grandvillais, j'étais rien. Et cette ville voilà, qui est très importante pour moi, et j'ai décidé de m'incruster, de m'investir en même temps sur cette ville et de m'y incruster comme le bulot sur son rocher, la bernique ou le chapeau chinois. Donc il y a effectivement une espèce de psychanalyse en même temps, d'une application psychanalytique de l'artiste sur son lieu. Et il y a des choses qui n'ont rien à voir avec Grandville, qui pourraient être produites ou faites ailleurs, et il y a des choses qui sont, voilà, qui sont une application dans la ville, notamment d'avoir créé la Nuit des Soudeurs, un festival de sculpture métal, puisqu'il y avait beaucoup de ferraille sur le port. En fait, dans ce travail artistique, je considérais que l'organisation d'un festival comme ça, c'était une sorte de travail artistique aussi, parce que c'était un partage. Donc c'est l'artiste, je pense qu'il a aussi le rôle de passeur, de partageur, voilà. Donc d'avoir créé ce festival ou d'avoir créé le kiosque là, qui est en train d'être démonté, créer des objets comme ça, c'était une façon aussi voilà, de m'investir sur la ville, d'apporter ma pierre et de m'intégrer en même temps. Et maintenant, au bout de tant d'années, on me considère comme un vieux Grandvillais. Donc j'ai peut-être réussi mon pari. Le premier monde auquel j'étais confronté, c'était le monde des artistes, avec qui j'aurais pu partager des passions, des espaces. Le premier contact était pas franchement accueillant. Après, j'ai fait des choses sur le port, à bord de vieilles coques de bateaux. J'avais fait une installation sur le port de pêche. Et là, j'ai été confronté au monde des marins, qui est le monde de la pêche, qui est un monde très fermé, oui, très inabordable et très fermé. J'avais pris des risques et en fait, j'ai pas été si mal accueilli que ça, mais un peu comme un intrus. Et même un soir de fiesta, une des terreurs du port de pêche, parce qu'il y avait des bagarreurs, des terreurs, il m'a dit, toi, si tu peux faire des trucs dans le port de pêche, tu peux. Si tu nous fais pas chier, on te fera pas chier. Donc par cette phrase, j'ai été adoubé. C'était comme si, voilà, on me recevait. Bon, fallait pas non plus dépasser les bornes, mais voilà. Et quand après, j'ai organisé la nuit des soudeurs. D'un seul coup, aussi les pêcheurs se sont appropriés cet événement. Ils ont dit, bah là c'est bien, c'est pas des trucs à la con, là, dans des galeries, dans des musées, des trucs chiants. Là, bon, t'es sur le port pour 3 jours, ça va, bon, tu nous fais pas chier. Et puis nous, on vient à la buvette, on voit les trucs, les mecs ils soudent, ils tronçonnent, ils soudent, ça nous parle. Les soudures ferraille, on comprend, on voit ce que c'est pas de la branlette de Parisien. Enfin bref, le truc a bien fonctionné. Je suis assez âgé, mais je suis encore balbutiant dans la vie. Et Paris, pour moi, alors là, c'est vraiment alors, même si j'y vais quelques fois, très rarement, et que j'adore et qu'il y a des choses merveilleuses, mais pour moi, Paris, c'est vraiment le truc horrible. Avec, c'est le haut de la pyramide. Je pense que pour
Alors, réussir à Paris, pour aller à Paris, là, c'est vraiment se confronter à l'Everest. Moi, j'ai eu du mal à me confronter à une petite colline de 80 mètres de haut, mais je ne suis pas encore mûr pour... et j'ai pas envie voilà, de rentrer là-dedans. Une fois, on a frisé j'ai frisé le copinage parce qu'il y avait un vague adjoint de la mairie de Paris qui était intéressé par la nuit des soudeurs et il aurait bien aimé qu'on fasse quelque chose pour les nuits blanches. Mais je me voyais mal. Pour moi, l'organisation, déjà, ça m'emmerde et je me voyais mal aller me plonger dans ce truc que j'imagine inabordable, compliqué, tordu avec plein de gens. Voilà, bref. Pour l'instant, New York non plus. Mon père voulait que je sois la projection de lui-même, c'est-à-dire mais à la perfection. Alors, mon père était quelqu'un de très méticuleux et moi je cochonnais déjà mes cahiers de devoirs. Je faisais plein de ratures. J'écris toujours comme un cochon, d'ailleurs j'ai une écriture de cochon. Et donc l'école, la religion, tout ça, ça vous formate à la perfection, la sacro-sainte perfection judéo-chrétienne qui va avec le bien. Alors la cochonnerie, la souillure, ça va avec le mal. Enfin, il y a ce truc. Et alors, donc, je me souviens d'un dimanche matin où mon père m'avait pris à part. Il allait bosser au bureau et il me donne des choses à recopier sur un cahier. Et j'avais un pull rouge tout neuf, un pull rouge tout neuf que, alors mes parents n'étaient pas très riches et ils avaient sans doute dépensé un peu d'argent pour ça. Et il me dit, bon ben voilà, tu recopies 20 lignes sur le cahier. Et je commence comme je peux. Puis je me suis rapidement fait chier et j'ai démonté le stylo bille, enfin d'abord là, et puis j'ai ôté la mèche du tube et d'un seul coup j'ai eu une grosse tache d'encre noire sur mon pull rouge qui était tout neuf. Et là j'ai cru qu'il allait me tuer. C'était désespérant. Il y avait des... Enfin, je veux dire. Donc voilà, on n'a pas le droit de cochonner, on n'a pas le droit de cochonner. Alors sauf au niveau artistique, on a le droit de cochonner. Et puisqu'on revient à l'artisanat, ou là, on parle de le grand art, ou l'artisanat d'art, la perfection de l'artisan. L'ébéniste, par exemple, il va rentrer Grouillot à 14 ans, il va gravir les échelons, et il va se perfectionner, et il pourra être un maître artisan quand il arrivera à la fin de sa carrière. J'ai horreur de tout ça. J'ai horreur des compagnons du devoir. Pour moi, le devoir, c'est la corvée, c'est la soumission, c'est l'obéissance. Et donc, le métier d'artiste permet de de travailler comme un cochon. Voilà. Donc, il y avait même alors, en soudure, je soude comme un cochon. Parce que j'ai des copains soudeurs professionnels, quand ils voient mes soudures, ils sont horrifiés parce que c'est des pâtés, quoi. Je fais toujours des pâtés, comme sur les cahiers autrefois. Et un mec de la revue Fèvre, justement, était venu faire un reportage sur mes sculptures métal. Et j'avais revendiqué le goût du travail mal fait. Ce qui est assez difficile à proposer dans notre société, quoi. Ça, alors même dans l'article, il avait pas trop, parce que c'était une revue assez prestigieuse, papier glacé. C'était difficile
d'illustrer cette revendication. Mais si on regarde bien, j'ai beaucoup de choses cochonnées. Hein. Alors cochonner, le terme est peut-être un peu trivial, vulgaire, mais voilà. Alors c'est peut-être une espèce d'anarchie, un reste de rébellion ou de je sais pas quoi, un truc comme ça. Alors ben là c'est une accumulation. J'ai deux influenceurs là-dessus. J'étais allé à Bordeaux, place Saint-Michel, il y a, je sais pas, 30 ou 40 ans. J'étais tombé dans une brocante. C'était un endroit pas plus large que ça, plus étroit, mais plus long. Et dans cette brocante, il y avait un vieux pépère et il y avait juste une allée centrale. Et on pouvait aller jusqu'au fond, mais le reste croulait sous les meubles, les objets. Il y avait une accumulation de dizaines de milliers d'objets. Et tous entassés les uns sur les autres, il ne fallait toucher à rien. Enfin, si, on pouvait, mais... Et j'avais été subjugué par ce truc monstrueux. Alors, j'en suis pas là, parce qu'il y a encore un peu de place. Mais c'est peut-être aussi le... Il y a des gens comme ça, je ne sais pas la maladie, les gens qui accumulent, notamment il y en a, c'est des sacs poubelles qui, voilà, leur appartement, enfin il y a des sacs poubelles ou des sacs ou des rebuts, et à la fin, il ne reste plus qu'un couloir, il ne reste plus alors, j'en suis pas là, mais il y a quelque chose une espèce de folie, je ne sais pas quoi. Donc là, c'est le contraire d'une galerie, c'est-à-dire une accumulation d'objets. Et ça revient un peu la boutique à Ben, voilà. Que je trouvais ça, parce que j'aime bien les nouveaux réalistes et je trouvais que Ben c'était un sacré malin parce que en plus il se faisait plus chier à fabriquer des trucs, il se contentait d'écrire ou de blanc sur noir. Et je trouvais ça parce que moi je suis quand même assez feignant, oui, je trouve que c'est bien de produire quelque chose de puissant sans trop se fatiguer, quoi. Voilà, donc il y a un peu de tout ça. Et le bazar, c'est ça, alors il y avait un jeu de mots puisqu'on est rue des Juifs, donc j'avais eu l'occasion aussi dans ma jeunesse de connaître le bazar d'Istanbul. Rien que le mot bazar, d'ailleurs ça veut dire bordel, ça veut dire voilà. Le bazar, contrairement aux beaux-arts, au grand art, le bazar, c'est un peu voilà, c'est autre chose. C'est voilà, le bordel, un peu. Par moment, alors je rigole, mais en fait, je rigole pas du tout. J'en parlais avec Chabert, un ami qui est artiste, et je lui disais, par rapport aux productions que j'ai pu commettre, par exemple sur Granville, qui sont installées, parce qu'il y a quelques trucs installés. Alors voilà, c'est des choses pignon sur rue, et les choses se dégradent un peu, les choses, l'usure, la corrosion. Donc, si j'étais complètement mégalo, je suis mégalo, mais si j'étais complètement mégalo, comme certains de mes confrères, je rêverais d'immortalité, donc j'en viendrais rapidement au bronze. Parce que tout sculpteur qui fait dans le bronze devient par essence immortel. Et alors, est-ce par orgueil suprême? J'aime bien l'idée que des choses disparaissent, que la corrosion, le temps usent les objets. Alors, il y a le kiosque qui est en train de pourrir, enfin, les garde-corps, ouais, tout ça. Alors est-ce que c'est un orgueil suprême
parce que de Dieu, en fait, parce que je disais à Chabert, ah ben, ma sculpture sur le port de Plaisance, là, oh, la peinture, alors c'est à la vie de l'entretenir, la peinture se barre, mais bon, oh, finalement, je m'en fous, parce que je suis Dieu. Et puis je lui dis, un autre jour, je lui dis, oh, puis toi, que tu es le roi de la peinture, de la bombe, ce serait bien que tu repeignes la sculpture, ce serait une sculpture amicale, puisque moi j'aurais fait la forme, toi tu aurais la couleur. Il me dit, oh, mais je croyais que tu étais Dieu. Ah oui, j'ai dit oui, c'est vrai. J'avais oublié que j'étais Dieu, parce que c'est vrai qu'on oublie parfois. Non, mais il y a ce truc de fou, justement, dans l'art, c'est qu'on peut faire des trucs comme le gars que j'ai vu hier à la galerie en face, là, Eustache, ancien gradé de la gendarmerie, qui peint des toiles carrées abstraites. Et il m'a complètement séché parce que je discutais avec lui. Et ces toiles carrées n'ont pas de sens en plus. C'est la première fois que je vois ça. C'est-à-dire qu'il peint des abstractions sur des carrés, des toiles carrées, par terre. Et il les confie aux gens qui veulent bien les exposer, mais sans leur donner de consignes sur sur le sens qu'elles ont. Alors déjà, je trouve que un mec qui fait de l'abstraction, là, ces toiles sont assez couillues, c'est assez riche, mystérieux, c'est de la lumière, des machins. Donc non seulement il est Dieu quand il crée cet univers, ces univers carrés, mais en plus il se paye le luxe de ne pas donner d'indication aux galeries pour l'accrochage. Je trouvais qu'il était 2 fois Dieu. Alors oui, on parlait de corrosion, oui, c'est vrai que c'est bien. Alors ce serait bien aussi pour ma fille, parce que j'ai une fille, ce serait bien aussi que les objets pourrissent, se dégradent et partent voilà, en poussière. Ça éviterait les problèmes de stockage, de transport, de conservation. Je suis souvent halluciné par le soin des musées, des conservateurs pour conserver vraiment les objets en les manipulant avec des gants, des gants blancs. Et justement, je me souviens une fois, il y avait Jean-Luc Dufresne qui était conservateur là, à Dior, et qui était conservateur à Saint-Lô. Il avait organisé une belle exposition d'art contemporain où il a fait venir des pièces prestigieuses. Et il m'avait invité à faire le manutentionnaire. Donc j'étais allé au sous-sol, on montait des objets, et puis il y avait un bronze de Picasso qui était dans une caisse, un bronze assez costaud, 40 kilos, mettons. Et ben moi je dis ouais, on déballe le truc, je le prends à pleine main, exprès, je savais bien. Et puis je monte avec l'ascenseur, puis il dit eh, monsieur Dufresne, celui-là, on le met où? Et alors il était horrifié. Ah non, parce que sur le bronze, alors la sueur, et c'est fantastique. Les musées, c'est fantastique. C'est fantastique. Il y a un éclairage, il y a des écrins, les objets sont magnifiés, idolâtrés. Et c'est grotesque, mais c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai fait un petit texte il n'y a pas longtemps, parce que quand j'étais gamin, j'allais jouer au jardin Christian Dior, il y a le petit bassin là. Et quand on était môme, on mettait des petits bateaux là-dedans, parce que c'était bien à l'abri, tout ça, on jouait, c'est pour les tout petits quoi, on était bien avec ma mère, avec tout ça. Donc j'ai fait un petit texte récemment en
parodiant un peu l'expo Dior, parce qu'il y a l'expo Dior tous les ans où ils réchauffent par des parfums et des choses comme ça, des senteurs, des couleurs. Et moi, j'ai fait un truc sur les odeurs de l'enfance. Et en faisant parallèle avec Christian Dior, dans ce petit jardin, je me souviens des odeurs. Il y avait notamment à côté une allée de buis qui sentait le pipi de chat. Donc c'est une odeur qui a imprégné mon enfance. C'est pour ça que j'adore les chats. Non, mais alors, j'aime bien justement reprendre toutes ces choses. Et je raconte aussi l'anecdote, c'est que une année, donc Jean-Luc Dufresne il avait fait un truc encore. Il était affect, mais il avait des idées excellentes. Donc il m'avait demandé de faire des installations olfactives dans le jardin pour un samedi soir où il y avait un vernissage prestigieux, comme toujours chez Dior. Et donc j'avais dans un buisson, il y avait un espèce de buisson, enfin un fourré impénétrable. J'avais installé une machine à fumer, j'avais du son, j'avais le son d'un incendie qui crépite, du bois qui crépite, et j'avais un barbecue, et donc j'avais aussi des parfums que je pouvais mettre dans le barbecue, qui d'un seul coup il y avait des odeurs, des senteurs, il y avait un ventilo qui envoyait ça. Donc cette installation avait bien fonctionné parce que le matin, vers 11h30, il y avait des notables qui arrivaient et donc j'étais caché dans le fourré et d'un seul coup, je voyais l'adjoint aux travaux, le Brice qui arrivait, un mec que j'adorais pas des masses. Donc j'ai commencé à balancer la machine à fumer et j'ai mis le son du crépitement du feu. Il est passé et il a hurlé, il a appelé les pompiers. Ouais, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. J'ai dit, ah bon, c'est bon. Mon installation est pas mal. Bon, j'ai dit, non, je fais des essais. Et puis, donc, le soir avec ma femme, sur le coup de 7 heures, parce que les gens arrivaient à 8 heures plutôt, donc je devais démarrer mes installations olfactives à partir de 8 heures. À 7 heures, 7h30, on a grillé des saucisses sur le barbecue et d'un seul coup, le jardin Dior s'est mis à sentir la saucisse. Et ça, je trouve, c'est les meilleures saucisses que j'ai jamais mangées. C'était bon. C'est voilà, des petites je sais pas quoi, des petites installations jouissives, disons. Ah oui, on était... Non, alors je sais plus, parce qu'on parle de Dior, et puis je sais plus où. Les notables, oui, adorent les artistes, par définition. Enfin, si... Oh, mon mari est artiste. Ah bon, mon mari... Je me souviens une fois, j'étais chez des copains, lui, il était architecte, quand même, et il a dit... ah ben, c'était un petit pique-nique... ah ben on est bien, on a un anesthésiste, on a un avocat et on a 2 artistes, il y avait Hortala et moi. Ah oui, on est dans la hiérarchie sociale, on est assez haut placé, quoi. Donc c'est assez agréable parce que c'est jouissif, parce qu'il y a une espèce de... C'est le fou du roi aussi, l'artiste, on peut lui permettre... comme au vernissage du dernier petit festival là, le week-end dernier, c'était dans le jardin prestigieux, là, c'est chez Hiver, il y avait pas mal de notables. Et là, j'ai vu le nouveau maire, Nicolas, je ne sais plus comment. Et là, bon, je lui dis, oh, Nicolas, bonjour, comment vas-tu? C'est super hein, que tu sois là, et tout ça. Je l'ai tutoyé d'office, parce que forcément, on est sur un pied d'égalité, de facto. Non, c'est drôle. Enfin bref. Non, mais il y a une espèce de... Ouais. Mais Dior, en fait, j'y reviens parce que quand
La robe métallique que j'ai sur le port, qui s'appelle Miss Twingo, parce que c'est fait avec des ailes de Twingo, elle a été créée à l'occasion d'une nuit des soudeurs dont le thème était la femme New Look, parce que c'était drôle de reprendre le New Look et que ce soit des ferrailleurs plutôt des brutes épaisses, des costauds crasseux qui s'attaquent un peu au thème de la femme New Look. Et donc en fait, comme cette robe a été fabriquée voilà, dans le modèle cintré, la ville l'a acquise plus facilement. Puisque Dior maintenant c'est notre fonds de commerce, n'est-ce pas? C'est un héritage, voilà, quand on... Comment dire? Pour moi, l'écriture, je pense que ça me paraît la tâche la plus ardue. Pour moi, enfin, dans l'échelle des valeurs, être écrivain, alors là, ça me paraîtrait... là, la barre est très haute. Donc, je suis un grand lecteur, j'adore lire, machin, j'ai toujours lu. Et un jour, à Saint-Lô, il y avait le cirque du Docteur Paradis qui s'est installé, j'avais des copains qui zonaient un peu autour de ça. Il y avait eu un lieu qui avait été consacré au cirque, tout ça. Et j'avais un copain anarchiste, anarcho-révolutionnaire, ou je sais pas, qui distribuait des tracts assassins contre le cirque du Docteur Paradis, en disant que c'était un cirque subventionné. Donc bref, c'était subventionné, donc c'était de l'art officiel ou de l'art... Et alors ce gars-là, il avait une feuille alors il la vendait pas, il la collait dans les cabines téléphoniques un peu partout. Et le titre de sa feuille, c'est La mère d'Elpo. Parce que à Saint-Lô, c'est la laitière normande qui est le symbole, la laitière normande. Donc lui, c'était pas la mère d'Elpo, la merde et le pot. Et ce Bruno Olivier, putain, je me dis, mais putain, le gars, il s'autorise à écrire. Putain, mais il a raison. Alors je l'ai pas démarré tout seul parce que voilà, je l'ai démarré avec un poète qui m'avait dit, mais est-ce qu'on pourrait pas faire une feuille mensuelle et bon, on a démarré, on a fait 2-3 numéros et après j'ai continué. Et donc voilà, j'ai cette feuille qui est le bilan, c'est à la fin du mois, ça paraît, c'est le bilan navrant du mois écoulé, où je reprends un peu ce qui s'est passé dans la ville, les figures, les événements. J'essaie avec sur mon regard, avec qui est un peu des fois sarcastique, un peu des fois complètement absurde. Et des fois critique, et des fois j'ai failli me faire casser la gueule plus d'une fois. Et j'ai eu qu'un procès pour l'instant, j'ai eu qu'un procès d'un promoteur, mais je me suis fait pas mal d'ennemis quand même avec ça. Mais bon voilà, je continue, j'essaie, pourtant je suis hypocrite, j'essaie de tarauder sans voilà, sournoisement, mais ça plaît pas toujours, quoi. Donc voilà, je continue. Alors là, c'est de l'écriture si on veut, mais c'est des petits textes, c'est des textes courts, et là-dessus je me régale. Et c'est comme dans le sport, il y en a qui sont faits pour le marathon. Moi, je suis fait pour les petites distances, quoi.
À la limite, une petite nouvelle, j'en ai commis 2 ou 3 peut-être, mais euh, enfin, des romans, enfin des gens qui écrivent des livres, des romans, machin, là, je ne pourrais jamais faire ce truc-là. Mais les petits pavés courts, oui, c'est même devenu un besoin tous les mois, voilà, de pondre mon truc. Si on veut être Grandvillais, on est carnavalier, forcément. Alors que mon premier contact avec le carnaval de Grandville, c'est quand j'étais gamin, puisque j'habitais dans le coin. Et ma mère me déguisait de force. Je me souviens que quand j'avais 4 5 ans, elle m'a déguisé en chinois, sans me demander mon avis, hein, mais elle a fabriqué un costume de chinois. Alors elle m'a bridé, elle m'a maquillé, et elle m'a traîné de force au bal des enfants, qui se déroulait au marché couvert à cette époque-là. Donc le premier contact avec le carnaval n'était pas franchement bien. Après, plus tard, on assistait aux cavalcades, je trouvais ça atroce, bruyant, vulgaire, inintéressant au possible. On prenait des confettis dans la gueule, on se faisait chier des heures, et puis c'était pas drôle. Mais quand je suis arrivé à Granville, d'un seul coup, je me suis dit, c'est peut-être on peut faire de l'art. En fait, on peut l'attaquer d'une façon artistique, parce que là, il y a des tas de gens, il y a des milliers de gens, admettons des milliers de gens, qui voient une cavalcade. Et là, par exemple, un peintre qui promènerait son tableau, des milliers de gens verraient son tableau, par exemple. Bon, mais c'est un exemple, mais c'est drôle. Et normalement, le carnaval, c'est la dérision, c'est le renversement des valeurs. Donc ça peut être intéressant. Un des premiers carnavals que j'ai fait, j'ai construit une papa mobile et j'étais habillé en pape. J'étais au sommet de la papa mobile. J'avais une calotte, les cheveux rasés, j'étais blanc. Et j'ai béni la foule. Alors j'étais un peu anxieux au départ parce que, ayant une éducation religieuse, j'ai pensé que la foudre allait s'abattre sur moi, que j'allais mourir. Au bout du port, quand j'ai commencé à bénir, j'étais pas vraiment dans mon assiette. Et j'ai vu rapidement que les gens me prenaient pour le vrai pape. C'est ça qui m'a un peu halluciné. Et moi, je suis rentré dans ce rôle onctueux. Et quand les enfants voulaient m'envoyer de la mousse à raser et tout ça, je leur disais, mon fils, Dieu te regarde. Et les enfants s'enfuyaient, terrorisés. Alors c'était ma première expérience, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et après, on a fait carnaval avec toute une petite bande, on a fait des tas de choses, on s'est déguisé en dictateur, on a fait plein de choses. Et j'ai défilé plusieurs fois en Adolf Hitler, parce que je ressemble étrangement à Adolf Hitler quand j'ai une casquette et de la moustache carrée. Et là, c'est assez extrême comme carnaval, parce que les gens, pareil, me prenaient pour le vrai Adolf Hitler. Et c'était assez dangereux, quoi. Donc le carnaval, oui, c'est quelque chose d'intéressant. Bon, maintenant, ça me fatigue un peu, mais c'était l'occasion aussi de créer des chars. Le premier char noir que j'ai dessiné, c'était un char tout noir, et tous les gens qui participaient au char étaient noirs. Il y avait des esclaves, des barons, il y avait une reine, il y avait des percussions, et tout était noir. Et c'était un monochrome, chose que personne n'avait jamais vue à Granville. C'était une création. Donc voilà, le carnaval permet
d'introduire l'art, de proposer des installations, des chars artistiques. On a fait un char à la façon de Boltanski avec une roulotte avec des fringues. Des fois, il y a eu des références justement comme ça, des artistes connus. Donc voilà, c'est un autre terrain de jeu, un autre. Bon, une année, ah oui, comme je suis un artiste officiel en quelque sorte, le Tour de France s'est passé à Granville. Et on m'a demandé de faire une sculpture monumentale pour le rond-point à côté des flics, là où passait le Tour de France. Donc j'ai récupéré pas mal de bicyclettes et j'ai fait une grande seringue avec des roues de bicyclette. Alors, chose qui était moyennement appréciée. Enfin, elle n'est pas passée à la télévision, ma seringue n'est pas passée à la télévision. Donc j'ai fait pas mal de sculptures avec des bicyclettes. Et à la fin, il me restait 4 pédales dans une caisse. Et d'un seul coup, j'ai eu l'illumination. J'ai pensé qu'avec ces 4 pédales, je pouvais rapidement faire une sculpture sans trop me fatiguer. Ça devenait une évidence. Donc j'ai soudé ces 4 pédales. Alors après, il y a soit en svastika, soit... ouais, mais on pense plutôt à la croix gammée. Donc voilà, c'était la forme qui a précédé le sens. Donc je ne suis pas nazi, hein, même si je suis le sosie d'Adolf Hitler, je ne suis pas nazi. Donc je ne savais pas trop comment m'en sortir. Et j'ai trouvé un titre pour retomber sur mes pieds. Ça s'appelle le Veldiv. Donc voilà, c'était à l'époque où la police française et les hirondelles, notamment ces policiers qui circulent à bicyclette, la police française a participé à la rafle du Veldiv. Donc voilà, c'est un peu le sens de cette sculpture. Donc c'est pas très gai, mais enfin, voilà, ça illustre un peu que fait-on quand on est dans un régime totalitaire, la résistance, la collaboration, c'est toutes ces questions qui sont contenues dans cette croix gammée. Donc voilà, les méduses. Alors j'ai travaillé beaucoup sur les méduses. Quand je suis arrivé à Granville, je fais pas mal de récup de plage. Et la méduse, c'était vraiment l'objet qui me touchait le plus. Donc je cherchais les méduses et je me suis rendu compte qu'il y avait des coins à méduses. Alors j'en trouvais pas énormément, hein. Et pendant 10 ans, j'ai hanté toutes les plages de Saint-Jean-de-Thomas à Coutainville à la recherche des méduses. Et j'en avais des centaines. À un moment, mon plafond était recouvert tapissé de méduses. Alors la méduse me ramenait à mon enfance, à Saint-Martin-de-Bréal. Quand on allait à la plage, il y avait les cailloux, il y avait les vives là, qui piquaient les pieds. Et on était équipé de méduses. Donc c'est l'histoire de plage et de perte de méduses. Parce que la méduse, on n'en trouve qu'une. C'est un truc terrible parce que quand on est gamin, si on revient avec une seule méduse, on prend une paire de claques parce qu'on a perdu une méduse. Donc autant de méduses échouées, autant de méduses perdues, autant d'histoires de parties de pêche, d'histoires de paires de claques. Il y a des méduses de toutes sortes, il y a des méduses femmes, des méduses à paillettes, il y a des méduses à talons, il y a les méduses simples du pêcheur à pied.
Chaque méduse est un univers en soi. Chaque méduse raconte des choses, on y peut imaginer des choses. Donc j'ai traqué la méduse pendant des années et des années. Et maintenant on n'en trouve presque plus. Heureusement, les gens perdent moins, ça se vend moins, il y a moins de déchets. Donc les accumulations de méduses parce que voilà, société de consommation, de surproduction, donc voilà, société de gaspillage. J'adore les accumulations, c'est un peu critique de tout ça. Comme Armand, un de mes artistes préférés, Armand. Donc accumulation de méduses, voilà, c'est une des accumulations que je peux faire, voilà, entre autres. Oui, alors il y a beaucoup de Christ, c'est un des matériaux de base. Effectivement, j'ai été traumatisé par la religion assez vite. Je me souviens quand on allait à la messe, le curé nous disait, notamment quand à un moment, Dieu descend dans l'hostie. Alors ça me paraissait magnifique que Dieu descende comme ça dans l'hostie. Et à ce moment-là, il fallait fermer les yeux, parce que si on ouvrait les yeux, on risquait d'aller en enfer. Alors il y avait toujours cette, autour de la religion, il y avait toujours cette menace de l'enfer. Il y avait le paradis d'un côté, si on était sage, on travaillait bien. Et l'enfer, si on était méchant, si on mentait, si on faisait un péché. Et après, donc j'ai eu la malchance d'aller à l'Institut Notre-Dame d'Avranches où on en remettait des couches. Et j'ai toujours trouvé cette religion chrétienne atroce. C'est la carotte ou le bâton, c'est une forme simpliste d'éducation. C'est-à-dire que il faut travailler, il faut même souffrir pour réussir, parce qu'on n'ira pas au paradis si on ne souffre pas. Donc j'ai une autre vision de la religion. J'aurais écrit, alors j'ai des Christ qui sont plongeurs, j'ai des Christ qui font le saut de l'ange. Mais là, ce Christ-là, c'est une référence biblique. Ça s'appelle Black Friday. Et donc je raconte aux gens qui ne connaissent pas l'histoire du Christ que le Christ, sur sa croix, avant de mourir, a déclaré à l'assistance qu'il serait plus difficile à un riche d'aller au paradis qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Les marchands du temple qui étaient présents ont eu la trouille et ils ont décidé de faire des soldes de 50%. Et c'est l'origine du Black Friday, du Vendredi Saint. Voilà, voilà une de mes deux œuvres préférées. Pareil, c'est un truc tout simple. Je vais juste coller une étiquette parce que je suis un peu paresseux. Alors, voilà une production qui est un peu surréaliste, c'est-à-dire l'association de deux objets qui, au départ, n'ont rien à voir. Alors, on parlait tout à l'heure de collaboration sous l'occupation, résistance, collaboration, et là, on tombe sur autre chose. Donc, c'est un buste du maréchal Pétain que j'ai trouvé, je ne sais pas où. J'avais récupéré la machine à coudre de ma mère et qui nous faisait des beaux habits. D'un seul coup, j'ai pensé, le titre a précédé l'œuvre parce que l'œuvre s'appelle Pétain-coup. Donc je m'autorise à faire des choses aussi grossières, aussi absurdes. Voilà, je pense que ça fait partie de la liberté de s'autoriser à déconner, quoi, faire des grosses conneries. Donc voilà l'histoire de cette sculpture.
Ouais, alors cette sculpture-là vient du fait d'un cadeau. Ça vient d'un cadeau. Un chaudronnier avec qui on travaillait m'avait donné des cartons de robinet dont il ne se servait pas. Et il y a eu une période de sécheresse il y a quelques années. Et donc j'avais décidé de faire une fontaine, de créer une fontaine sur laquelle tous ces robinets seraient ouverts et qu'il n'y aurait aucune goutte d'eau qui ne sortirait de là-dedans, pour illustrer la problématique de l'eau sur la planète. Donc, et après, j'ai trouvé là, c'est pas le titre qui n'a pas précédé, j'ai trouvé après. Comme il n'y a pas une goutte d'eau qui sort, la sculpture s'appelle l'Otari. Donc voilà l'histoire de cette œuvre qui est voilà, une accumulation encore. Voilà. L'art permet justement des explorations. Je pense que c'est important. C'est des aventures artistiques, des aventures humaines. Et par rapport au... Alors justement, moi étant immobile puisque je bouge très peu, j'expose presque pas ailleurs, je suis encore sur mon rocher, mais je voyage par des expériences, par des rencontres, des installations. C'est ma façon de voyager. Et il y a toujours, enfin, j'essaie toujours d'avoir certaines dérisions, certains reculs. C'est peut-être un amortisseur aussi, voilà, comme sur une voiture. La dérision, ouais, alors je l'ai cultivé tout petit déjà, parce que c'était un moyen de protection. Quand on est petit, fragile, sensible et vulnérable, l'humour, la dérision, c'est une arme de défense en même temps. C'est un matelas un peu protecteur. Mais des fois, c'est difficile à expliquer parce que j'avais fait un papier un peu ironique sur un mec qui a une compagnie de bateaux vers les îles. Et j'avais parlé du rêve de tas de gens. J'avais fait des parallèles un peu sournois. Les gens rêvent d'îles, les gens rêvent d'un ailleurs. Alors ça peut être aussi bien les migrants qui rêvent de venir dans les pays riches que les gens des pays riches qui rêvent d'aller dans des pays exotiques. Il y en a qui rêvent d'aller à Chausey. Et j'avais parlé de tous ces rêves et j'avais terminé en me disant qu'il y en a qui faisaient fortune avec ça. Et le gars, ça ne lui a pas plu du tout. Et à un moment, on est tombé face à face. Il était super agressif. Et j'ai essayé de lui expliquer que ma revue, c'était une revue satirique et un peu ironique et voilà, dérisoire. Ce que j'écrivais n'était pas... Mais bon, j'ai évité le coup de poing dans la gueule, mais je ne l'ai pas convaincu pour autant, quoi. Non, la dérision, oui, la dérision, c'est une arme. Qu'est-ce qu'il disait ça? Je sais plus. De précision, ou de défense. Enfin, on arrive à faire un espèce de bilan parfois, et peut-être que voilà, il faudrait se lâcher davantage, il faudrait oser davantage, faudrait, ouais, voilà, faudrait faire des efforts pour se lâcher davantage. Oui, je crois que c'est l'objectif, toujours de la liberté
de délirer, d'essayer de faire des choses de plus en plus barrées. Avec l'écriture, c'est possible aussi. Voilà, c'est peut-être un souhait. Il faudrait rebondir et aller plus loin. Voilà. Peut-être c'est ça l'objectif.